Le procès de Thomas Lubanga Dilo, ancien commandant en chef présumé de FPLC, les Forces patriotiques pour la libération du Congo, s'est poursuivi devant la Cour pénale internationale à La Haye avec une requête introduite par la défense sur l'abus de procédure. La défense de Thomas Lubanga Dilo a débuté la présentation de ses moyens de preuve en janvier dernier. 18 témoins de la défense ont fait leur déposition jusqu'à présent. Ils ont estimé que des témoins cités par le bureau du procureur auraient utilisé des fausses identités, n'auraient jamais été des enfants soldats et qu'ils auraient été corrompus par des intermédiaires. Pour cette raison, la défense a annoncé qu'au cas où la Chambre ne décidait pas favorablement à la requête d'abus de procédure, elle fera appel à d'autres témoins supplémentaires. Jean-Marie Bijoux-Duval, conseiller de la défense, a expliqué à la Chambre les intentions de la défense à propos de la requête. Monsieur le Président, juste une précision. Je voudrais peut-être qu'il soit parfaitement clair, qu'il soit clarifié les sujets sur lesquels ces témoins, les responsables, les représentants du bureau du procureur vont venir témoigner. Ils viennent témoigner dans la perspective de la requête de la défense en abuse of process. Il y aura au moins deux questions essentielles lorsque nous soutiendrons cette requête. La première question essentielle sera la question de la corruption des témoignages. Comment et par qui? La deuxième question essentielle sera la question de la responsabilité du bureau du procureur face à ce processus de corruption. Responsabilité, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau le bureau du procureur a sciemment participé au processus. Premier aspect. Deuxième aspect, peut-être le plus important, quelle est la responsabilité du bureau du procureur face à la possibilité d'empêcher ou de porter un remède à ce processus de corruption. Et la défense souhaite pouvoir explorer ces deux questions lors de l'audition des représentants du bureau du procureur qui vont venir témoigner. Autrement dit, la défense souhaite pouvoir explorer, premièrement, la question des intermédiaires, spécifiquement, bien sûr. Deuxièmement, la question de l'attitude des initiatives ou de l'absence d'initiative du bureau du procureur par rapport aux témoins concernés. C'est-à-dire, d'une manière générale, la responsabilité du bureau du procureur par rapport à ses propres enquêtes, à la manière dont elles ont été menées et à sa responsabilité par rapport à la situation que nous constatons aujourd'hui. Je voudrais donc qu'il soit clair que la défense souhaite pouvoir explorer ces deux aspects. Et j'ai le sentiment qu'il y a une divergence sur ce point avec le bureau du procureur. Mais je voulais juste clarifier cet aspect en ce qui concerne les intentions de la défense. La semaine allant du 14 au 18 juin 2010, le bureau du procureur a fait appel à un ancien coordinateur chargé des opérations de liaison du bureau du procureur sur le terrain. Il a bénéficié des mesures de protection dont la distorsion de la voix et du visage et l'utilisation d'un pseudonyme. L'interrogatoire mené par Nicole Sanson, substitut du procureur, s'est passé en partie en audience à huis clos partiel. Pendant la session publique, le témoin a affirmé avoir eu des contacts permanents avec des témoins et des intermédiaires. Le témoin a ensuite affirmé que M. X, dont le nom n'est pas connu du public,
était chargé d'emmener des enfants soldats auprès de lui et il les interrogeait avant d'envoyer leur dossier auprès des enquêteurs. Monsieur, vous avez déjà dit que vous n'étiez pas présent lors des auditions elles-mêmes, mais à un moment ou à un autre, avant ou après les auditions, est-ce que les enquêteurs vous ont dit quelles questions ils allaient poser? Non, les choses doivent être dites assez clairement. Ce que les enquêteurs et les enfants, en présence des parents, se sont dit lorsqu'ils se sont vus lors des interviews, je n'étais pas au courant de quoi que ce soit. Les enquêteurs ne m'ont jamais dit quelles questions ils allaient poser. Donc je le répète encore une fois, mon travail était, dans un premier temps, de, entre guillemets, scruter les enfants, les interroger, avoir les informations. C'était ça ma mission. Dès que cela était fait, je devais les amener dans la ville où les enquêteurs se trouvaient pour l'interview. Donc, je n'avais pas à savoir quel genre de questions les enquêteurs devaient leur poser. Donc, le contenu de leur réunion m'était inconnu. Donc, je ne savais rien. Sous ordre de son superviseur, atteste le témoin, il remettait de l'argent aux témoins et aux intermédiaires selon les besoins et impérativement, ajoute-t-il, il devrait signer un accusé de réception. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez indiqué que vous avez des contacts de temps à autre avec les témoins et les intermédiaires et vous avez dit que quelquefois vous devez également vous occuper de leur voyage et de la logistique les concernant. De temps à autre, est-ce que vous avez été amené à verser directement en liquide de l'argent aux témoins ou à d'autres intermédiaires? Oui, affirmatif. Dans le travail que nous faisons tous les jours, lorsque un témoin ou un intermédiaire a un besoin, nous lui versons de l'argent, effectivement. Cet argent qui lui est versé, c'est après consultation, c'est après que le superviseur direct soit informé. Nous versons de l'argent et en contrepartie ou en retour, il signe une décharge, un papier, accusé réception. Effectivement, nous donnons des fonds, de l'argent aux témoins lorsque besoin il y a. Et qui décide si un versement doit être effectué auprès d'un témoin ou d'un intermédiaire? Oui, comme je le disais, donc le FOO, chef direct sur le terrain, est à tout moment consulté lorsqu'il y a des dépenses à faire en faveur d'un témoin. Et le desk officer est tenu également informé. Donc, lorsque nous dépensons de l'argent pour les témoins, donc c'est sur instruction, c'est après consultation avec nos supérieurs. Le contre-interrogatoire de la défense, mené par Maître Catherine Mabi, s'est passé en audience à huis clos partiel. Pendant l'audience publique, le témoin a confirmé qu'il connaissait l'intermédiaire 143 depuis l'année 2007. Il a déclaré que tous les enfants soldats qu'il avait interrogés étaient connus de M. X. Par contre, ses enfants et leurs parents ne savaient pas qu'il était un personnel de la cour. Il s'était présenté comme étant un membre d'une ONG qui s'occupait des enfants soldats. Est-ce que vous avez reçu par écrit la liste des enfants qui devaient être présentés par M. X pour le screening? Oui, j'ai eu à le dire donc, j'avais reçu une liste venant de mon quartier général par rapport aux enfants qui devaient faire l'objet de ce screening en question. J'avais effectivement reçu cette liste-là. Et est-ce que j'ai bien compris votre témoignage que c'est M. X qui connaissait ses enfants au départ? Oui, je crois que j'ai eu à le dire également,
tous les enfants qui ont été vus, rencontrés, étaient connus de M. X. J'ai eu à le dire assez clairement que ces enfants étaient tous encadrés par son ONG, qui est connu à Bunia. Donc M. X connaissait ses enfants, il avait toutes les informations sur ses enfants, leurs noms, leurs adresses et que sais-je encore. Donc ces enfants étaient connus de M. X. Vous nous avez indiqué que vous aviez reçu des instructions de vos supérieurs pour ne pas dire aux enfants que vous étiez un membre du bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cela, je confirme. Est-ce que vous confirmez également que M. X avait également reçu instruction de ne pas dire aux enfants qu'ils allaient rencontrer quelqu'un du bureau du procureur? Oui, je le confirme aussi. Le témoin a ensuite affirmé qu'en aucun cas, il n'a vu ou entendu un enfant déclarer qu'il aurait menti aux enquêteurs du bureau du procureur, ni qu'il en avait l'intention. Avant de rencontrer les enquêteurs, est-ce que les enfants ou les adultes vous ont dit qu'ils avaient l'intention de mentir aux enquêteurs au sujet de quelque chose? Non, aucun enfant n'a dit pareille chose. Je pense que c'est hier que j'ai eu encore à le dire. Aucun enfant ne m'a déclaré qu'il était disposé ou qu'il dirait des mensonges aux investigateurs. Et je le répète encore une fois, si pareille chose par l'absurde était arrivée, je pense que quand même, en tant que responsable, je devais le dénoncer, je devais le rapporter. Donc, pareille chose n'est jamais arrivée. Aucun enfant ne m'a dit quelque chose dans ce sens-là. Aucun. Ma question concernait les contacts que vous aviez eus avant les auditions. Et en fait, maintenant, je voudrais vous poser la même question concernant vos relations ou les discussions que vous avez eues avec les enfants et les adultes après les auditions. Les enfants et les adultes vous ont-ils dit qu'ils avaient menti aux enquêteurs au cours des auditions? Non, je le souligne très fortement. Les enfants ne m'ont jamais dit qu'ils avaient menti aux enquêteurs après leurs auditions. Donc, ils ne m'ont jamais dit pareille chose. Et généralement, je crois que j'ai eu à le dire déjà, après la réunion avec les enquêteurs, il était question d'organiser leur retour. Donc, on se limitait là. Je leur remets le moyen nécessaire pour retourner à leur point d'origine. Donc, on n'avait pas à faire des conversations. Qu'est-ce que vous aviez dit? Ça, ce n'était pas mon travail. Donc, ce qu'ils se sont dit lors des réunions, ça restait entre eux. Donc, moi, je n'avais pas à savoir ce qu'ils avaient dit. Et eux non plus ne me disaient pas ce qu'ils se sont dit. Le procès continue le jeudi 24 juin 2010 avec la déposition d'un intermédiaire.